Pour conclure donc cette soirée, nous allons recevoir Isabelle Lacroix, donc professeure agrégée à l'école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et vice-doyenne au développement de la faculté des lettres et sciences humaines. Elle joue aussi un rôle de chercheuse associée à l'Institut Quantique pour l'étude de l'impact sociétal des technologies. Ce soir, elle va nous parler de l'œuvre de Liu Cixin et de la représentation du pouvoir de la technologie au sein de ses œuvres. Mesdames et messieurs. Merci beaucoup. J'ai pu assister à l'entièreté de la dernière présentation. Je l'ai filmé et je vais l'envoyer au PDG de Air Canada. Voilà. Je suis vraiment désolée d'avoir manqué les deux premières présentations. J'aurais vraiment voulu discuter de génétique dans Dune. Mais je vous invite pour les prochaines minutes à vous retourner du côté de ce que certains appellent la science politique. Moi, j'appelle plutôt ça les études politiques. Et vous savez pourquoi? Parce qu'un grand scientifique de l'Université de Sherbrooke m'a dit il y a quelques années, vous savez, les sciences, c'est comme les pays. Quand dans le nom de ton pays, tu es obligé de mettre le mot démocratique, c'est louche. Je préfère dire qu'on va se déplacer du côté des études politiques. Donc, je n'explique pas la science à l'intérieur des œuvres de science-fiction. Moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je prends les œuvres de science-fiction et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme représentation politique à l'intérieur de ça? Je vous propose donc ce soir d'observer ensemble. Je vais faire un test technique, là. Attention. Ça fonctionne. Je vous propose d'observer les représentations qu'offre la technologie, le pouvoir qu'offre la technologie à l'intérieur de la trilogie du problème à trois quarts. Et là, on va la voir, je me concentre. Je ne me suis pas basée sur la série qui est actuellement sur Netflix pour ce faire. Je me suis vraiment basée sur les romans et je me suis intéressée aux 3 tomes. Donc, s'il y a dans la salle des gens qui sont en train d'écouter la série puis qui se disent « faut pas me voler de punch », désolé. En même temps, je ne vous volerai pas des gros punchs, vous allez voir. On va juste s'intéresser à quelques éléments technologiques et surtout, évidemment, je vais me limiter à l'étude du pouvoir. Donc, vous voyez, derrière moi, ça doit être loin en temps, ça doit être écrit petit, hein? Il y en a ailleurs, c'est super, d'accord? Au pire, vous m'invitez à reprendre la lecture ou reprendre la présentation. Je suis la dernière. Vous êtes pris ici jusqu'à 23 heures. C'est comme ça. Pour étudier le pouvoir, j'utilise la typologie de Wackes. Ceci étant dit, vous voyez, je vais me concentrer sur les deux de ces grandes catégories, qui est le réalisme socio-historique et le réalisme politico-scientifique. Et je vais laisser de côté le physico-mathématique. Parce que je suis une politologue. C'est juste pour ça. Ceci étant dit, pour ceux et celles qui se sont intéressés au réalisme physico-mathématique, il semble que c'est assez intéressant, cette œuvre-là. Les problèmes à 3 quarts, donc la représentation de l'ordinateur avec des gens qui lèvent des drapeaux puis qui font des portes. Donc, tout ça, il paraît que c'est assez intéressant comme représentation scientifique. Je vais rester du côté de l'évolution des sociétés et du pouvoir que concède la technologie. Quelle est mon approche? Vous voyez dans le bas, j'ai mis mon laboratoire avec des guillemets. Il semble que d'un point de vue éthique, on ne peut pas vraiment avoir de laboratoire politique. C'est-à-dire que les comités éthiques de la recherche nous interdisent de prendre une société, de la confiner dans un endroit et de tester des politiques, des régimes, sur ces gens-là. Ne pouvant pas faire cela pour des raisons éthiques et un peu financières, ça coûterait cher quand même, ce laboratoire-là, mais surtout éthique,
J'utilise donc les œuvres de science-fiction comme un espace où on va représenter, on va se projeter comme société. Évidemment, dans la plupart des cas, ce sont les auteurs et autrices, donc ce sont des artistes qui vont projeter leurs espoirs, leurs craintes, leurs fantasmes. Souvent plus des craintes, on va se le dire. Mais dans certains cas aussi, je suis allée voir les amateurs et amatrices. Donc, je suis allée chercher des experts d'un univers X et je les ai questionnés sur des représentations. Mais tout ça pour dire que ce que contient ces œuvres-là, c'est ça la matière que j'utilise comme représentation d'un certain pouvoir. Littérature physique et politique, qu'est-ce que ça fait une politologue à l'IQ? Bien, vous l'avez entendu tout à l'heure, moi j'ai cette chance extraordinaire de travailler avec des gens savants et brillants. Qui conçoivent les prochaines technologies qui vont complètement révolutionner le monde. Et moi, je dis à ces gens-là, pourquoi on fait ça, puis qu'est-ce que ça va donner? Essentiellement, ma job, c'est ça. C'est assez fascinant comme conversation, pour vrai. Et c'est donc pourquoi je me retrouve à l'Institut quantique. Et ce qui est le fun, c'est que cette œuvre littéraire-là, donc Le problème à trois quarts, au moment où je l'ai découverte, c'est à la fois un collègue de la Faculté des lettres et sciences humaines qui est en littérature et à la fois un ingénieur physicien de l'Institut quantique, les deux qui se connaissent pas, mais dans la même semaine m'ont dit « Isabelle, t'as pas lu ça, shame on you, règle ce problème ». Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose là, et donc, j'en ai fait une belle synthèse. Je vous ai mis la petite citation de Gaffric qui a travaillé, qui est notamment la personne qui a traduit en français Le problème à trois quarts et les suites. Pourquoi est-ce que je dis qu'il s'agit d'une trilogie immense? J'ai choisi ce mot-là, c'est pas juste comme parce que je trouvais ça cute. Regardez ce qu'elle nous dit. Elle nous dit une épopée qui débute avec la révolution culturelle chinoise, 1967, et s'achève par la mort thermique de l'univers. Sérieux, c'est long. Okay? Quand on part de cette date-là pour finir, d'ailleurs le chiffre, parce que dans le 3e tome, au début de l'ouvrage, on a la chronologie. Je n'étais pas capable de nommer, de dire à voix haute le chiffre de la dernière année de cette mort thermique de l'univers. Vous pouvez donc être assurés, vous allez finir votre session avant que ça arrive. Donc, ce que je vous propose, et là, je vais vous présenter des citations, évidemment, vous comprenez, parce que c'est une œuvre littéraire, d'accord? Donc, je vais essayer de vous présenter des grands créneaux, quelques exemples qui présentent des grands créneaux de représentation. Bonjour, hey, je vous avais pas vu, Colin. Je me suis rendue, finalement. C'est génial, hein? Ben oui, j'espère, oui, OK. Donc, je vais vous présenter quelques exemples qui vont illustrer. Il y en a évidemment bien plus que ça. Et donc, il faut absolument aller lire. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont commencé à écouter la série? Quelques personnes. Aimez-vous ça? Oui? Oui? Ah, moi, j'ai peur. Parce que c'est un roman chinois avec la culture chinoise. Puis là, comme dans les previews, il y avait comme beaucoup d'émotions. Moi, j'avais pas lu ça, je sais pas. Mais si vous me dites que c'est bon, je vais peut-être essayer. Mais de toute façon, qui a lu les 3 romans? Ah, bravo. Donc, en sortant ce soir, vous les commandez tous, d'accord? Et il faut lire ça. Pour vrai de vrai, il faut absolument lire ça. Bon. Donc, il y a bien plus d'exemples de technologie dans cette trilogie-là, mais je pense qu'il y a quelques cas qui nous permettent d'illustrer les représentations donc de l'auteur. Est-ce qu'il y a des personnes d'origine chinoise dans la salle? Est-ce que tout à l'heure, j'ai demandé à quelqu'un de m'expliquer comment on disait ce... Est-ce que j'ai vu une main? Oui? Donc, on m'a dit, vous corrigerez mon... Bon, c'est sûr que je vais le dire avec un accent francophone, OK? Il n'y a pas... Voilà. Mais on m'a dit que l'auteur, je vais le dire une fois, OK? Concentrez-vous, tout le monde écoute. On m'a dit donc que cet auteur, pour prononcer son nom, c'était Cixin Liu. Ah non, mais c'est mieux que ce que je pensais. Pour vrai, la dame m'a fait ça comme ça. Voilà.
Bref, je vais dire l'auteur du problème à 3/4 pour le reste de la soirée. Donc, il faut absolument lire ça, mais en voici quelques extraits. Donc, on revient sur le réalisme socio-historique. Ce réalisme socio-historique-là, il a pour grande règle de fonctionnement de présupposer que pour qu'il y ait véritablement une évolution scientifique et technologique dans la société, ça prenait nécessairement une société qui avait un dynamisme sociétal et qui était dans une logique de changement aussi. Donc, une société figée, selon cette catégorie-là, ne peut pas créer une société où le développement scientifique et technologique va s'emporter. Donc, je vous donne un exemple d'un pouvoir particulièrement violent qui est obtenu par certains individus à partir de la technologie. Ce que, en français, ça a été traduit par le poignard volant. Je ne sais pas comment on le dit honnêtement dans la version originale. Qu'est-ce qui nous fait dire que cette technologie-là est une technologie puissante? Vous comprenez, c'est ça qui va m'intéresser au-delà de l'aspect technique. C'est l'aspect qu'est-ce que ça donne aux individus qui contrôlent la technologie comme pouvoir sur le reste de la société. Donc, j'ai entendu dire que c'était du costaud. Ça pourrait être utilisé à des fins criminelles, ça non. Ça revient fréquemment quand on présuppose un pouvoir technologique qui est dangereux, c'est qu'il sera utilisé par des mains qui ne sont pas contrôlées en termes de règles sociétales. Donc, par exemple, si c'est les gangs criminalisés qui s'approprient le poignard volant, ah oui, c'est chic quand même comme nom. Vous avez peut-être des poignards, mais je pense pas qu'ils sont volants. Je veux dire, c'est une coche, là. Bref, donc, quand c'est utilisé, la possibilité que certains groupes en fassent un usage criminel, ça démontre un intérêt. Et là, ça va bien trop, je sais ça. Ce processus de fabrication étant très gourmand en ressources, ce qui faisait du nanomatériau produit à l'arrivée la pierre la plus précieuse au monde, il était inenvisageable d'en produire à grande échelle. Évidemment, la question de la rareté des ressources. Vous comprenez que lorsqu'une technologie est facile à produire et donc que tout le monde peut s'approprier les ressources pour en produire, ça enlève du pouvoir à ceux qui possèdent ces ressources-là. Donc, il y a deux choix. Soit on va essayer d'amasser le plus de ressources possible, ou alors on va le partager de façon équitable. Quand il y a rareté, nécessairement, il y a une volonté de contrôler cette ressource-là et de l'utiliser pour accroître son propre pouvoir et ses effets. C'est un exemple, d'accord? Je vais aller plus vite maintenant. De toute façon, tout le monde ici sait lire. Excellente nouvelle. OK, super. Un pouvoir émotivement marqué. La première est intéressante, mais de vous, des scientifiques, et le plus bizarre, c'est que plus vos recherches sont théoriques, plus elles sont abstraites ou débridées, comme celle de Yang Dong, et plus il a peur. C'est l'ennemi qui a peur, d'accord? Mais ce qui est intéressant ici, c'est l'incapacité de compréhension. Le fait que ces scientifiques-là, très avancés dans le développement de cette science-là, partagent une connaissance qui ne peut être partagée, même s'ils voulaient. Donc, il n'y a qu'une petite élite qui peut véritablement contrôler. On parle ensuite du défaitisme qui a conduit une partie de l'humanité à déverser toute leur capacité dans la technologie et ne pas en garder pour eux-mêmes. On poursuit. Un pouvoir individuel. Ça, c'est vraiment cool quand même. Je lis pas tout là, mais j'en arrive à... De toute évidence, le système de réglage de la luminosité du couloir s'adaptait à ses mouvements oculaires. Cela avait largement dépassé ses prévisions. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à cet aspect très individualisé? C'est quand on cherche souvent dans les représentations, dans la science-fiction, on a un pouvoir qui s'adresse à des masses, à contrôler des masses. Chez cet auteur-là, j'ai failli prononcer son nom, on ne va pas retourner là. Chez cet auteur-là, il y a l'idée d'acquérir du pouvoir en donnant exactement à chaque individu ce qu'il veut. Et que de cette façon-là, on entraîne une forme de dépendance à cette technologie-là. Le réalisme politico-scientifique, pouvoir dangereux, donc ce cas-là, c'est beau quand même. Donc, ce chercheur-là, X, ce scientifique, a créé de faire du poinçonnage mental. Nice. Qu'est-ce que ça fait, le poinçonnage mental? Vous voyez un petit peu plus bas.
Tous ceux qui le souhaitent pourraient subir ce poinçonnage et obtiendraient cette foi de façon totalement volontaire. Qu'est-ce que c'est la foi? La machine ne comporterait qu'une seule proposition, la croyance dans la victoire finale de l'humanité. Donc, l'idée du poinçonnage mental, c'est d'aller travailler à partir du fonctionnement du cerveau. Là, vous ne me demandez pas l'explication scientifique, OK? Voilà. Donc, d'aller voir comment fonctionne le cerveau et d'aller faire en sorte que cette vérité-là soit indélébile. D'abord, la personne ne peut pas oublier ça, mais surtout, on ne peut pas la convaincre du contraire. Elle est automatiquement convaincue pour toujours, ou presque, d'accord? Mais je reviens à la citation d'en haut. En termes de pouvoir, ça, c'est majeur. C'est un véritable exploit, dit Chang Wei-zi, avec une mine sérieuse. Je veux dire, sur un plan neuroscientifique. Car dans la réalité, Dr. Heinz, vous venez de créer quelque chose d'embarrassant. Vraiment embarrassant. La chose la plus embarrassante de l'histoire. Il y a toujours ce dilemme avec les avancées scientifiques et technologiques, bien sûr. Encore un pouvoir dangereux, donc je vous invite celui du centre, où certains ont créé un virus génétiquement modifié. À quoi? Qu'est-ce que ça fait, un virus génétiquement modifié? Bien, ça se propage facilement, mais ça ne rend pas très malade les gens qui n'ont pas le profil génétique recherché. Or, quand ça tombe sur la personne pour laquelle il a été créé, bien là, ça se développe, ça devient grandiose et la personne décède. C'est une COVID améliorée. Là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'attire votre attention sur la dernière en termes de danger, et c'est là généralement ce qui est classique dans la science-fiction en termes de pouvoir technologique. La combinaison d'une super technologie et d'une super crise présentait le risque de replonger la société humaine dans un âge des ténèbres. Et c'est là quelque chose d'intéressant dans la trilogie, c'est qu'on voit que les cycles de développement humain passe d'un développement scientifique technologique qui va entraîner son propre crash, qui va réentraîner son développement, et donc l'histoire se répète. Un pouvoir salvateur, il y a quand même des choses positives, puis oui, je vais finir là-dessus, je vous le promets. Par exemple, des développements scientifiques et technologiques qui étaient conçus pour autre chose, mais qui ont pu, par exemple, à une autre époque, pour faire la guerre, et qui là vont être utilisés pour amener les humains au-delà des frontières qu'ils connaissent. Évidemment, cette logique d'une... Attends, il est où celui que je cherche? Ah non, ça c'est beau! Oh, regardez ça! Ça, c'est extraordinaire, la première! S'ils sont capables de traverser les étoiles pour venir jusqu'à dans notre monde, ça c'est l'ennemi, d'accord? Mais c'est une humaine qui parle. Cela indique que leur science a déjà atteint un niveau très avancé. Une société avec un tel niveau scientifique doit avoir de hauts standards moraux. Hey, ce serait le fun si c'était vrai! Avouez, là, on voudrait ça. Mais effectivement, en fait, ça ne marche pas à 100%, cette logique-là, mais on a cette croyance-là, effectivement. Vous voyez la dernière citation, cette idée que le développement technologique va même entraîner la création d'un prochain humain. Et pas parce qu'on cherche à créer un humain différent, mais parce qu'à force de côtoyer cette technologie-là, notamment qui permettant la vie dans l'espace, on se retrouve à se transformer comme espèce. Bon, évidemment, régler la faim, hein, un problème banal par rapport à ce dont je vous ai parlé. Donc, ça, technologiquement, dans ces ouvrages-là, on peut le faire. Même principe pour le renversement des rapports de pouvoir entre les pays particulièrement riches et dominants et les petits pays. Réglons ça en donnant de la technologie à bon marché. Bref, ce sur quoi je veux attirer votre attention dans cette magnifique trilogie, immense et magnifique, oui, on peut donner ces deux qualificatifs, c'est que l'auteur ne tranche pas sur le développement technologique. Est-il davantage positif ou est-il davantage négatif? Je vous le disais tout à l'heure, il présente ça comme des cycles. Mais ce qui est assurément au cœur de cette trilogie-là, mais aussi dans d'autres écrits de cet auteur-là, c'est qu'il considère qu'ultimement, le développement scientifique et le développement technologique se fait par des individus.
Et ce qui sera déterminant sur l'impact que cette technologie-là, que cette science et ensuite que cette technologie-là aura sur la société, c'est quels sont les usages qui seront anticipés par les individus qui l'auront créée. Je vous laisse sur cette dernière citation. La science moderne est une affaire collective. Pourquoi ne s'en prendre qu'à moi? Les percées théoriques radicales ont avant tout été accomplies par des individus. Pas de pression, mes chers scientifiques, vous avez aussi une responsabilité sociale. Merci! On a le temps pour une petite question. Une toute petite. Personne? Bon, merci Isabelle.